Mais l'affirmation du Québec ne pouvait pas se faire uniquement en circuit fermé à l'intérieur du Québec. Le rapport avec la France, qui est resté longtemps, la France disant envoyez-nous des étudiants, on vous enverra des professeurs, devait être changé, et actuellement c'est complètement l'inverse. On envoie des étudiants français au Québec et on reçoit des professeurs en France. Eh bien, pour passer de la première étape à la deuxième, il fallait aussi un rayonnement extérieur. Et c'est ce qu'a très bien compris le recteur de l'Université de Montréal, un homme auquel je trouve qu'on ne rend pas assez hommage, donc Monseigneur Irénée Lucier, qui a été faire une tournée des universités africaines, francophones. Universités très inégales entre elles, mais qui avaient l'avantage de s'appeler université dans des pays qui n'étaient pas la France et qui avaient un fort désir, dans cette période qui venait de suivre les décolonisations de 1960, voulaient s'affirmer en tant que terre. Et après avoir fait cette tournée, il a proposé la création d'une association des universités de langue française. Et il y avait avec lui, en collaboration, un journaliste, pas encore très connu, qui s'appelait Jean-Marc Léger. Et j'ai eu la chance de devenir littéralement un ami de lui, de le voir longtemps et souvent. Et je pourrais témoigner sur lui parce que c'était un personnage, à mon avis, tout à fait exceptionnel et très central. Et alors, ils ont voulu créer cette association, ils ont pu faire inviter les recteurs ou le président, je ne sais pas selon les cas, des différentes universités africaines, y compris en 1960, des gens du Maghreb, pas tous, et ils ont fondé l'AUELF, l'Association des universités de langue française, qui par la suite, sur la pression des Algériens et d'autres universités, s'est appelée des universités entièrement ou partiellement de langue française pour éviter l'impérialisme francophone que tout semblait indiquer cela, car un certain nombre d'universités enseignaient entièrement ou partiellement dans d'autres langues. Et cette association a trouvé rapidement un secrétaire général dans la présence de Jean-Marc Léger. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle était un levier capital pour l'émergence du Québec sans être soumis en contact avec la France. Elle n'avait pas besoin d'avoir la main de la France pour le faire monter. Il montait tout seul avec ceux qui voulaient monter eux aussi vers les indépendances, vers l'identité nationale, qu'étaient ces pays d'Afrique. Et le coup de génie a été de faire que du coup la France, même si ça n'a pas été tout à fait vrai financièrement, était minoritaire dans une assemblée dont les cadres étaient non français et où les Québécois, du coup, étaient à égalité avec beaucoup d'autres pays et non pas la petite province d'un Canada face à la France, un État. Et cette chose-là a été fondamentale, car d'emblée, le Québec s'est placé au milieu de la francophonie comme un État, comme une nation en tout cas. Alors le tout, c'était... Monseigneur Lucier n'a jamais parlé d'indépendance, mais il a toujours œuvré pour l'autonomie intellectuelle, pour le développement massif de l'université dans toutes les directions, indépendamment de tout tabou. Et il a joué ce rôle, mais il l'a joué avec l'aspect feutré de Monseigneur, et avec beaucoup d'habileté et finalement beaucoup d'efficacité. Par ailleurs,
il a pu faire nommer, je ne sais pas exactement quand ça s'est passé avant moi, un doyen à la faculté des sciences sociales, qui jusque-là était très inféodé à l'école de service social, le père Guillemette dominicain et tout cela. Il a fait nommer là un anthropologue d'origine britannique et française à la fois, Philippe Garrigue. Alors Philippe Garrigue était une personnalité assez exceptionnelle, un homme qui avait la forme et le tranchant d'un officier d'aviation, ancien militaire de l'armée britannique, docteur en anthropologie, ayant épousé une femme de la très haute société italienne et arrivant avec une assurance et une grande volonté, surtout une immense ambition pour l'université. Et il a été nommé doyen de cette faculté. Et là, il a pris en main son développement. Et là encore, au moment de la Révolution, il aurait fait ça 5 ans plus tôt, il piétinait et se faisait jeter. Là, il était le véhicule par lequel allait passer une partie de la Révolution tranquille, c'est-à-dire celle qui permettrait, à travers le relais de l'université, de la formation d'une élite locale qui allait prendre en main et qui a pris en main tout ce qui, à l'époque, était des Anglais, c'est-à-dire aussi l'administration, la gestion, etc. Il n'y avait pas des Québécois uniquement, à partir de là, dans les 2 disciplines qui leur avaient été réservées, la médecine et le droit. Et puis l'Église, bien entendu. Et là, il s'est formé des sociologues, des économistes, des démographes, etc. Et rapidement, il a recruté, massivement. Il a obtenu de Monseigneur Lucier des moyens comme on ne peut pas en rêver. Et Jacques-Henri Pin a pu développer la démographie. Je me souviens d'une conversation avec Denis Abot que j'ai eue au début des années 60. On a eu beaucoup d'affinités très rapidement. Et je me souviens d'une discussion que nous avions eue. Nous marchions tous les deux, je ne sais plus où, dans quelle rue de Montréal. Il me dit, moi, je suis sociologue, mais mon ambition, c'est la criminologie. Il avait fait sa thèse qui s'appelait Ville et crime, avec le chanoine Leclerc, à l'université de Louvain. Et Ville et crime était sur la dimension des déterminants sociologiques de la fréquence de la criminalité, des formes de la criminalité. Et il m'a dit, je voudrais arriver à faire de la criminologie une discipline enseignée à l'université. Et moi, je lui disais, je suis dans le département de sociologie, mais je voudrais bien arriver à faire de l'anthropologie et de faire quelque chose de l'anthropologie. On était tous les deux avec ce début de rêve que nous avons pu réaliser dans des conditions extraordinaires. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai rencontré Philippe Garrigue. Vous savez ce qu'il m'a dit? Monsieur Benoît, il n'y a pas d'anthropologie dans notre... Vous allez la faire. J'avais 30 ans. C'était extraordinaire. Il y avait Guy Dubreuil, me direz-vous, mais Guy Dubreuil était enseignant au département de psychologie et très révolté, mais en même temps soumis au noble père Mailloux qui régnait sur tout ça et au père Pinard qui contrôlait étroitement l'orthodoxie. Alors, il y avait là des gens de qualité comme Mireille Descaries, comme Descaries lui-même, comme Lucier, le frère du recteur, qui étaient des psychologues de qualité, mais soumis dans ce corps assez étouffé qu'étaient les psychologues. Et Dubreuil ne voulait pas rejoindre Philippe Garrigue. Il a rapidement eu un certain antagonisme psychologique avec l'aspect volontariste, dynamique. On disait un projet à Garrigue, il réfléchissait, il disait d'accord, allez-y. Dubreuil prenait 3 jours pour réfléchir, il disait on va voir, au bout de 4 jours il disait on a vu, on va décider, au bout de 5 jours il disait on va décider, on a décidé, maintenant on va faire. Alors évidemment il faisait bien, mais ça n'allait pas avec Garrigue. Moi je suivais plutôt Garrigue, je peux faire, bon allez j'y vais. Et on y est allé. D'abord on a dégagé 2 choses importantes, des cours d'anthropologie. J'ai donné les premiers. Il y avait avant une dame, Madame Bello, qui a donné quelques cours, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait. J'étais chargé de faire le cours d'anthropologie au département de sociologie, pour des gens qui suivaient un programme où il y aurait plus d'anthropologie. Et j'avais donc à faire de l'anthropologie physique, de l'archéologie et de la préhistoire.
et ils invitaient Guy Dubreuil à faire de l'ethnologie. Sauf que je faisais un cours sur l'origine et l'évolution de l'homme, et que là, il fallait suivre la Bible. Donc, il a fallu que l'abbé Lacoste demande au cardinal Léger si je pouvais faire un cours sur l'origine et l'évolution de l'homme à partir de la paléontologie telle qu'elle était à l'époque. Le cardinal Léger a réfléchi, a produit un opuscule sur les origines de l'homme où il a validé en quelque sorte la possibilité de donner un cours d'anthropologie qui retrace les origines de l'homme à partir des australopithèques, pithécanthropes et compagnie. Donc j'avais le feu vert. J'ai donc acheté des moulages de crânes qui étaient produits dans un musée américain pour avoir des démonstrations aux étudiants. Et j'ai commencé mon cours. Mais à ce moment-là, monsieur, mais qu'est-ce que vous nous dites là? Si Dieu a créé l'homme à son image, et Dieu c'est comme un australopithèque, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je ne savais pas quoi répondre. J'appelle l'abbé Lacoste, je lui dis, écoutez, vous êtes prêtre, vous êtes directeur du département de sociologie, je suis dans votre département, venez répondre à nos étudiants. Et avec sa gentillesse habituelle, elle a commencé en disant, en écoutant, elle a dit, oui, mais vous savez, le temps est long. Adam et Ève ont péché, ils ont été châtiés. Ils sont peut-être devenus cela, mais après l'homme s'est remonté. Et donc, nous sommes toujours, ils étaient à l'image de Dieu et nous sommes à leur image. Et du coup, ça a passé comme ça. Cela pour vous indiquer, non pas en me moquant, mais dans quel esprit on était. Je dois dire que j'ai retrouvé dans quelques années plus tard, chez certains collègues, le même esprit quand le marxisme a envahi l'université. On avait une explication claire et simple par Marx, et Marx avait remplacé saint Thomas, mais chez les mêmes gens qui réagissaient de la même façon. Et comme je n'étais pas plus marxiste que thomiste, tout en remarquant et en utilisant un bon nombre de concepts de Marx, parce qu'on ne peut pas les contourner quand on fait un travail sur la science sociale, mais on ne peut pas non plus se faire dévorer par eux, je me suis opposé à eux à tel point que j'ai eu des manifestations d'étudiants à mon cours parce que j'avais été nommé membre de l'Académie d'Haïti, j'étais donc un Saïd de Duvalier, du fascisme, etc. Des trucs comme ça, passons. Alors, les débuts d'enseignement, ça a été cela. Mais grâce à Philippe Garrigue et avec le dynamisme qu'on a eu avec Guy Dubreuil, on s'est dit d'abord, il faut qu'on ait une bibliothèque. Les livres à l'Université de Montréal en anthropologie, j'avais été voir, ça faisait un rayon de 1,50 m à peu près. C'est tout ce qu'il y avait sur l'ethnologie, classée selon la classification de Weck, qui était celle qui était déjà employée. Et alors, il fallait obtenir des livres. On a eu un crédit important, je ne me souviens plus combien. Nous allions chez des bouquinistes américains à New York, je viens de nommer Schuster, je crois, et on achetait des lots entiers de bulletins of American Ethnology, des livres, des quantités de choses, mais alors, des revues, on s'est abonné à toutes sortes de revues et tout. Et puis, par chance ou par malheur, un homme que je connaissais bien, Alfred Métro, est mort. Et Alfred Métro avait une magnifique bibliothèque. Il avait aussi des terrains à part de tout ce qui avait compté sur l'anthropologie américaniste. Et sa veuve, Fernand Schulman, un jour me contacte et me dit, écoutez, est-ce que la bibliothèque d'Alfred vous intéresserait à Montréal? Moyennant une somme assez faible, je suis prête à vous la céder. Bien entendu, ça a été accepté par l'Université de Montréal, et pour une somme effectivement assez faible, ce sont des caisses et des caisses et des caisses de livres, avec toutes les grandes revues anciennes, avec des tas de livres dédicacés, etc., qui ont fondé ce qu'on appelle le fonds Alfred Métro. Tout ça a été intégré dans la classification de Webb, et chaque livre de Métro porte un tampon collection Alfred Métro. Et la deuxième chose, c'est que plus tard, Marcel Rioux, qui était le gendre d'un grand anthropologue à sa façon, Marius Barbeau, a pu faire venir à la bibliothèque de Marius Barbeau aussi à l'Université de Montréal. Si bien que l'Université de Montréal, peu à peu, s'est mis à posséder une excellente bibliothèque d'anthropologie. C'est un pilier de base pour fonder une maison d'anthropologie qu'avoir des fondations de bibliothèques. Surtout à l'époque où l'Internet n'existant pas, la documentation ne pouvant pas être accessible
par les prêts entre bibliothèques d'une manière souple, nous avions une grande bibliothèque avec cette qualité de la bibliothéconomie que l'on connaît à Montréal, au Québec, au Canada en général, et que malheureusement on connaît mal en France, c'est-à-dire des rayons accessibles, des livres classés disponibles, des bibliothèques ouvertes à des heures où les étudiants n'ont pas de cours et non pas uniquement aux heures où les étudiants ont des cours, toutes choses qui faisaient que la bibliothèque était un instrument utile et performant. La deuxième chose, c'était de ne pas être seul. Alors, nous avions créé avec Dubreuil ce qu'on appelait un programme d'anthropologie au sein du département de sociologie où j'avais été nommé. Et ce programme avait une certaine autonomie. Il recevait quelques contributions de l'extérieur. Et là, nous avions eu nos 4 premiers étudiants la première année. Je me souviens de leur nom encore. Il y avait Denise Ostigui, dont le mari tenait le seul cinéma d'art et d'essai qu'il y avait à l'époque à Montréal. Un nommé Bled, un nommé Campana, qui est devenu à Radio-Canada, et un quatrième qui a fait son chemin, qui s'appelait Bernard Sanan en Anglure. Et que j'avais connu par hasard, où il était à la bibliothèque de l'Université de Montréal, je ne sais pas, il regardait un livre d'anthropologie, je me suis mis à discuter avec lui, il me dit « Oui, j'arrive du Grand Nord, je suis étudiant avec M. Jean Mallory, j'avais une bourse, etc. Ah bon, mais vous savez, l'anthropologie, c'est pas mal, etc. » Puis il s'est inscrit, puis on a eu comme étudiant, et depuis, il a fait une assez jolie carrière. Alors, de ce programme d'anthropologie ayant bien débuté, l'année suivante, on a fait le projet d'un département d'anthropologie. Mais là, le doyen nous a dit, pour faire un département, il faut au moins 3 personnes. Vous n'êtes que 2. Dubreuil est en psycho, vous êtes ici, et il n'y a pas le 3e. Alors, j'ai dit à Dubreuil, si tu viens au département, je te laisse être directeur, mais à condition que tu viennes au département et que tu quittes la psycho, et qu'on ait un 3e. Finalement, on a pu trouver par relation un Hollandais qui s'appelait Albert Trauborst, qui était un bon anthropologue, et qui est venu. Avec nous 3, nous avons débuté, Dubreuil est devenu le directeur, et nous avons débuté le département d'anthropologie. Et puis après, on commençait à s'inscrire des étudiants, et c'est là que le dynamisme de Philippe Garrigue, l'ouverture du rectorat, et aussi l'argent qu'il y avait facilement par le Conseil des arts nous ont permis, d'une part, de faire venir des enseignants. Alors là, il y avait 2 possibilités. Il s'agissait de trouver le maximum de Québécois capables de venir, et de préférence pas des anglophones. Et d'autre part, sinon, de prendre des anthropologues tout fabriqués déjà ailleurs et qui seraient prêts à venir. Des Québécois, il y en avait en formation, on les a repérés. Il y avait un nommé Rémi Savard, qui était à Paris. Il y avait un nommé Lionel Vallée, qui était à Cornell. Il y avait quelques autres, je ne me souviens plus exactement. D'autres sont venus plus tard, Pierre Bocage, Bernard Bernier. Et puis, il y avait des gens libres qu'on a essayé de faire venir. Et puis, on avait besoin d'un archéologue et d'un linguiste. Alors, pour l'archéologie, Guy Dubreuil se souvenait que quand il était à Columbia, il y avait au musée un francophone d'origine russe, Paul Tolstoï, qui descendait d'une bonne famille russe, comme on le sait, et d'un père qui était interprète aux Nations Unies, et qui était un jeune archéologue. Je me souviens, on était allé dans son bureau au musée d'histoire naturelle de New York, on a essayé de le convaincre, il a dit « je viens ». Il est devenu... Ensuite, on est allé à Ottawa, où il y avait au musée d'Ottawa un nommé Balixi, Hassan Balixi, qui était chercheur au musée d'Ottawa. C'était un personnage très particulier, dont Métro dit dans son journal « J'ai reçu aujourd'hui la visite d'un curieux bulgare qui fait de l'anthropologie et dont la personnalité me semble étrange. » Et effectivement, c'est un peu ça, mais c'était en même temps une personnalité d'un immense talent. Et alors, on a été le voir, et il donnait un séminaire à l'époque à McGill sur le monde nordique. Il a dit, non, écoutez, la petite université de Montréal, j'ai rien à y faire, je suis à McGill, ça c'est l'université. Et il n'a pas voulu venir. Il est venu l'année suivante, quand il a vu qu'on était en train de devenir une vraie université, il y a joué un très grand rôle. Et puis, on a commencé à recruter aussi à droite, à gauche. De Suisse, on m'a conseillé Jean-Claude Muller. Alors là, moi, je suis devenu... Alors à ce moment-là,
Guy Dubreuil s'est dit, il faut que je devienne docteur. Il s'est inscrit en doctorat auprès de Roger Bastide, que je connaissais déjà, et qu'il a accueilli à Paris. Il a eu une bourse de 2 ans de l'Université de Montréal pour aller faire 2 ans à Paris et rédiger sa thèse de doctorat dont il avait déjà les matériaux. Il s'est installé dans le nord de Paris, près de Pontoise, à Myriel, dans une jolie maison. Et il voyait assez souvent Bastide. Alors j'en profite pour parler de Roger Bastide, parce que Roger Bastide était pour moi quelqu'un de très particulier. En ce sens que, au début, je le connaissais peu, parce que j'avais une grande affinité pour le Roi-Gourand en raison de nos profils. Le Roi-Gourand était comme moi, il a fait des sciences, il était docteur en sciences, il avait fait de l'archéologie, sa thèse était sur l'archéologie du Pacifique Nord, il avait fait de l'ethnologie à travers la technologie, et une ethnologie qui articulait le biologique et le social, le geste et la parole, par exemple, et tout ça. Donc je me sentais en harmonie très étroite. On est devenus, je veux dire, vraiment amis. Tandis que Roger Bastide ne m'impressionnait plus. C'était un monsieur très simple, très agréable, un petit bonhomme, plein d'humour, avec toujours le cigare au bec, et qui ne renâclait ni sur de rappeler avec un œil brillant la beauté des filles du Brésil, ni le petit verre qui l'excitait, mais ça lui donnait d'autant plus de charme que, tant sourd comme tout, à une époque où les appareils étaient difficiles, il était quelqu'un qui entretenait une conversation à très haute voix. Et en même temps, petit, Rabelais. Je me souviens un jour aller chez lui, il me dit, excusez-moi, je suis en train de finir un chapitre, il était là, il écrivait la sociologie des maladies mentales. Il n'avait pas de notes, il était là, et je le voyais, il écrivait. Comme ça, comme nous aimerions le faire, il publiait avec une facilité remarquable. Il avait commencé sa vie comme enseignant dans le secondaire, philosophe. Il avait écrit à ce moment-là 2 livres qui avaient paru chez Armand Collin sur les éléments de la vie religieuse et tout ça, qui sont tout à fait remarquables et peu connus. Puis il était parti comme enseignant au Brésil, où il avait découvert à la fois l'anthropologie, les Brésiliens et le Brésil, et surtout le candomblé, les cultes indiens. Il avait fait sa thèse de lettres sur le candomblé de Bahia, livre abstrait assez difficile, et ensuite il avait synthétisé ça dans un ouvrage majeur que tout anthropologue devrait lire, qui s'appelle Les religions africaines au Brésil, qui par chance, puis il a écrit Les Afriques noires, j'ai eu l'honneur de faire une préface, et c'était quelqu'un de très sage, de très lucide, qui avait énormément de facilité intellectuelle, et surtout, il m'a appris une chose, qui était peut-être une banalité, mais qui pour moi ne l'était pas à l'époque. C'était l'époque où le marxisme envahissait beaucoup la pensée. Il y avait des infrastructures et des superstructures. Hein? Le monde du religion, etc. Lui, il s'intéressait au monde de la religion, mais dans la mesure aussi où la religion, même si on l'appelle superstructure, est un conditionnement de la structuration de la société. Et il l'a fort bien montré dans le cadre du Brésil, et cela je l'ai revu ensuite aux Antilles, où il y a une dialectique permanente entre le social et le religieux, où l'un utilise l'autre pour se stabiliser, mais où le religieux à son tour peut être un élément aussi d'évolution et de transformation du social. Et cette dynamique, on la voit à ce moment dans les rapports de l'islam avec nos sociétés, de l'évolution actuelle du catholicisme, dont on ne sait pas vers quoi il va aller, mais qui manifestement est manipulé par la société, mais a aussi son rôle. Et tout cela, il le montre admirablement dans ce livre, et ça a été pour moi extrêmement riche. Alors, je me souviens, pour terminer avec lui, je l'ai amené à Saint-Hilaire, visiter le cidre, et ça lui a beaucoup plu. Puis nous avons été passer quelques nuits à Saint-Michel-des-Saints, dans le nord du Québec, et là, il était heureux d'être dans le Grand Nord, loin de tout ce qu'il avait connu jusque-là, mais avec toujours... C'était un homme qui émanait de la poésie, de la lucidité, de la sagesse et du charme. Je n'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un, de qui que ce soit, ni étudiant, ni collègue. C'est le seul collègue dont je n'ai jamais entendu dire du mal d'un autre. Et toujours du bien des gens.